Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu au sommaire, Félix. 250 rassemblements, 400 000 manifestants à Paris selon la CGT. Les cortèges contre la réforme des retraites font le plein. Ça chauffe même un peu dans la capitale cet après-midi. À suivre aussi, la Fédération française de foot veut mettre des micros aux arbitres pour qu'on les entende. Et puis un homme perdu en mer des Caraïbes a survécu en mangeant du ketchup pendant 24 jours depuis décembre. Et bon début d'année quand même. Les vraies voix Sud Radio. J'ai mauvaise réputation. Je me démène que je reste roi. Je passe pour un jeune enfant. Je le fais pourtant personne. Et oui, la mauvaise réputation version Sins-Emilia dans cette manif de Sète, la ville chère à Brassens. Dans le cortège, Mathilde Julien et son micro Sud Radio. Elle a rencontré Fatia et Marie, 23 et 27 ans, animatrices dans des centres de loisirs et des écoles. Alors, vu qu'on parle beaucoup retraite en ce moment, elles viennent de faire leur petite projection et le bilan est simple. Vu leur début de carrière haché, eh bien, elles envisagent très sérieusement de changer de voie. C'est pas des temps pleins et puis c'est pas des contrats qui durent. Donc après, à la longue, on est obligé de partir ailleurs. Malheureusement, malgré que l'animation, ce soit notre vocation, on est obligé de faire un petit peu de ménage ou alors de l'aide à domicile, des trucs dans le genre pour combler à avoir un minimum, un SMIC. J'ai à peu près calculé en fonction du salaire qu'on gagne à l'heure d'aujourd'hui, on sera à 600 € de retraite. On part comme ça maintenant, on est mal barré quoi. On va essayer de se faire entendre en premier temps et après ensuite si on voit que ça marche pas, on va être obligé de changer de broche. Des propos recueillis par Mathilde Julien à 7 pour Sud Radio. Mathilde d'ailleurs qu'on va retrouver en direct tout à l'heure 18h30 sur Sud Radio pour faire le point sur cette journée de mobilisation. 40 à 50 000 personnes à Toulouse. Du côté de Paris, 400 000 manifestants selon la CGT avec une vingtaine d'interpellations cet après-midi. Des groupuscules radicaux, des Black Blocs ont jeté des poubelles, des fumigènes et des projectiles sur les forces de l'ordre. Depuis l'Espagne en tout cas, Emmanuel Macron défend une réforme juste et responsable, dit-il, réforme qui sera menée avec détermination. Le chef de l'État vient de signer en grande pompe un traité d'amitié avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Est-ce que ça vous choque que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Papa Ndiaye sont en Espagne alors que... C'est une forme, c'est une forme de pied de nez, bien sûr, parce que c'est bien sûr que la date est prise depuis longtemps, mais les Français n'ont pas demandé à la changer. Il aurait pu la changer. Ce qui est assez marrant, c'est le côté même pas peur, même pas mal. Ça, c'est Emmanuel Macron tout craché. C'est pas la peine de compter sur lui pour ne pas jeter de l'huile sur le feu entre ses propos hier en Conseil des ministres et son voyage. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris tous les ministres concernés par la manifestation aujourd'hui avec lui. C'est incroyable. Gérald Darmanin est là. Gérald Darmanin est là. Bruno Le Maire est là. Papa Ndiaye est là. Peut-être que je sais pas si Olivier Dussopt finalement est resté en France. Mais vous vous rendez compte quand même. Voilà, le message est clair. Je me fiche de ce que vous faites. Vous pouvez être 1 million. J'enjambe cette manifestation à la Macron, comme toujours. Les autres veulent parler. Ça ne nous étonne plus. Je trouve qu'il y a eu récemment un article qui parlait de l'effet de surprise permanent. Là, je trouve que les raisons que donne François sont les bonnes. Une forme de désinvolture montrait à quel point il est éloigné. Il aurait pu faire déplacer cette date. Il a le temps tout de même, lors de ses jours, d'avoir un entretien capital, certes, mais sur la littérature avec un grand écrivain espagnol. Tout ça, je trouve que c'est maladroit, tout de même, pour le moins. François Drougy. Moi, je trouve que le fait qu'un président de la République continue à s'occuper des affaires internationales avec un voisin espagnol, il va pas partir à l'autre bout du monde. Partir chez un voisin, il peut revenir dans l'heure à Paris. Par ailleurs, je rappelle quand même que dans notre pays, il y a un gouvernement avec un chef de gouvernement, une chef de gouvernement, en l'occurrence Elisabeth Borne, c'est elle qui est en première ligne sur la réforme des retraites depuis le début. Donc franchement, je vois pas en quoi ce serait désinvolte. Là, je crois que c'est surinterprété. Le fait qu'il ait maintenu son agenda, quelqu'un a dit sur une autre radio en plaisantant ce matin, de toute façon, il n'allait pas faire grève. Ça. Félix Mathieu, sonoriser les arbitres au football. La Fédération française se porte volontaire pour l'expérimentation. Oui, la France propose aux instances mondiales du foot d'être la fédé expérimentale pour un tel dispositif. Placer un micro aux arbitres de Ligue 1 d'abord, pour entendre ce qu'ils disent, pour savoir comment ils justifient leurs décisions pendant les matchs. Cela permettrait aussi d'entendre leurs échanges, leurs discussions pendant les sessions VAR, quand ils hésitent sur ce qu'il faut faire de telle ou telle action. La Commission fédérale des arbitres voudrait aussi autoriser les arbitres à s'exprimer devant la presse après les matchs, comme le font les joueurs ou les entraîneurs. Les arbitres ne seraient plus ce personnage mutique. Ce serait finalement une petite révolution, puisque jusqu'ici c'était une règle où on n'entendait jamais leur voix.
Ça vous intéresse, ça, justement, de savoir ce que disent les arbitres au foot? Alors, je trouve que ça va représenter un progrès, mais c'est un pis d'aller regarder le championnat anglais, par exemple. Les arbitres anglais sont toujours respectés, il n'y a pas une contestation, et donc, évidemment, dans la mesure où en France, en permanence, on discute les règles et l'arbitre lui-même, et on a l'impression que les joueurs sont à l'article de la mort quand ils sont par terre, ça va représenter un progrès et obliger les arbitres eux-mêmes à être peut-être plus clairvoyants pour mieux expliquer ce qu'ils décident. Et c'est bien parce qu'au rugby, les arbitres expliquent leurs décisions et on les entend à la télé. Oui, moi je suis d'accord là-dessus, mais je pense que ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils puissent s'exprimer en point presse. Parce que je vois la façon dont l'arbitre a arbitré le Argentine-Croatie avec un arbitrage complètement délirant. Cet arbitre, je ne me souviens plus de quel arbitre il s'agit, qui est décrié par tous les championnats dans lesquels il passe, et en tout cas dans tous les matchs internationaux. Voilà, il n'a pas pu s'exprimer, on l'a pas entendu, donc je trouve ça assez intéressant qu'il puisse répondre à quelques questions. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux, François, de permettre à l'arbitre de s'exprimer après le match? Moi, je trouve que c'est bien s'il maîtrise. Moi, je dirais même l'inverse, c'est que ça me paraît dangereux en cours de match de mettre un micro, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Le moindre mot qu'il va dire va être sur toutes les chaînes de télé qui suivent. En rugby, on entend tous alors les délégations. À la fin du match, justifier à tête reposée, y compris des décisions qu'il a prises, ça me paraît très logique. Mais là, on voit bien avec la VAR, la fameuse vidéo, c'est quelque chose d'utile, mais ça change quand même considérablement les rythmes de match, ça interrompt beaucoup plus, ça amène à des allers-retours un peu, on l'a vu pendant la Coupe du Monde pour la France d'ailleurs face à la Tunisie, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à un arbitre qui parle en continu dans un micro au vu et au su de tous les spectateurs. Quand la vie tient à une bouteille de ketchup, un naufragé a survécu 24 jours en mer avec un régime alimentaire plutôt sommaire. Oui, l'histoire commence comme un cauchemar pour cet habitant de la Dominique. Le mois dernier, il réparait un voilier à Saint-Martin dans les Antilles lorsqu'une bourrasque l'a emporté au large. Sauf que ce monsieur, il n'est pas du tout marin. Il n'avait aucune connaissance en navigation. Il s'est donc retrouvé coincé sur un voilier à la dérive 24 jours en pleine mer, sans aucun repère, sans savoir où il se trouvait, à tenter de ne pas désespérer. Il dit qu'il a survécu en pensant à sa famille pour tenir. Il a écrit le mot « help » à l'aide sur la coque du navire et pendant plusieurs semaines, il a dû concocter une mixture avec les seuls aliments qu'il avait sous la main, une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des bouillons cubes magie. Une idée de génie, il en a une, puisque il y a quelques jours, en voyant passer un avion, il a saisi un miroir pour envoyer des reflets de lumière, attirer l'attention vers lui, et ça a marché. Il a vu l'avion repasser une deuxième fois. Là, il a compris qu'il avait enfin été repéré depuis là-haut. La marine colombienne est venue le récupérer peu après, accompagné par un navire marchand. Notre infortuné navigateur se trouve désormais dans les mains des services colombiens d'immigration qui devraient le renvoyer vers la Dominique. Vous penserez à lui maintenant quand vous mettrez du ketchup dans vos frites. Il a la frite, le gars. Et attendez, parce que ça veut dire Saint-Martin, Carthagène, en fait, en Colombie. Oui, c'est ça. Vous lui demanderez la question. Il a dérivé, Oui, il a dérivé. Et vous aussi, vous dérivez. Ça y est, on sort la matraque, on sort l'argument d'autorité. Très bien. Il était à 200 km environ des côtes colombiennes. Merci beaucoup. Voilà, journaliste précis, c'est pas comme ça.